Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin dans Bonjour d'Algérie. Un petit mot en faveur de notre diva Warda El Jazairiya qui nous a quittés il y a 10 ans, jour pour jour, un 17 mai. Allah yarhamaha, donc en laissant un héritage des plus riches, elle qui était la voix de l'Algérie à l'étranger, elle qui était la voix de la révolution algérienne. L'opéra Boualem Saïh d'ailleurs lui rend hommage cette semaine dès demain soir par un spectacle, grand spectacle où des voix vont se relayer pour chanter justement le répertoire de feu Warda El Jazairiya. Bien sûr, nous pourrons revenir dans nos prochaines éditions sur ce méga concert. Et puis bon, voilà, on voulait quand même lui rendre hommage ce matin à l'ouverture de cette émission dans laquelle nous parlerons encore de célébration, celle du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance à travers un événement cette fois-ci scientifique, je dirais même historique, enfin dédié à l'histoire de notre révolution. Dans un aspect tout particulier, on va parler dans un colloque des amis de la révolution algérienne 54-62. Donc c'est une initiative du ministère des Moudjahidines des ayants droit dont justement une représentante sera parmi nous ce matin pour en parler avec de plus amples détails. Dans notre matinale, bien sûr, nous retrouverons aujourd'hui, car on est mardi, Siham Kennouch et également Sid Ahmed de Bouraï pour le meilleur de l'actualité sportive en matinale. Et puis, nous aurons le plaisir de vraiment mettre toute la lumière sur une association qu'on aime beaucoup, une association de jeunes, Youth en est le nom, donc Youth, Union of Volunteers, tout à fait. Donc, ce sont des volontaires essentiellement et leur association vraiment est des plus dynamiques sur le terrain. On en parlera avec les représentants qui seront parmi nous. Voilà, qui est dit par rapport à l'essentiel de cette matinale. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente matinée avec nous et avec, bien sûr, les collègues qui vont suivre. Mais avant, plantons le décor de notre matinale, d'abord par la séquence incontournable, la météo, bien sûr, les nouvelles du ciel avec Amal Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Excellente journée, j'espère. Oui, Inch'Allah, j'espère. Ouais, bah, quand il y a un beau soleil comme celui de ce matin, il n'y a pas de raison pour que... Oh, bah, oh, Pas pour moi en tout cas. Oh là là ah ouais, là ouais, là moi là. j'aime bien la pluie. Oh, le rabat-joie. Ah ouais, ouais, ouais. Déjà l'été, je ne sais pas comment je vais le passer l'été. Oh mon Dieu. J'aime pas. J'aime pas. Ben, nous, on va Je vais en bouder profiter l'été. à fond. Oui. Faites ce que vous voulez. Profitez-en, Amel. je vous le laisse. Cachez-vous, mettez votre clim à fond, Ouais, je ne ouais, sais ouais. pas, mais bon. Ouais, moi je vous le laisse alors. Ben oui. Ah, moi, je compte en profiter hein, Oui, quand oui. même. Hein. Voilà, j'espère qu'ils seront en tout cas nombreux à passer une excellente journée. Ouais, il y a du beau Voilà soleil. les détails de la météo. Ça bien sûr. commence. Ça commence, Ça la voix qui commence. monte et qui aussi. Bon, bah, elle va se stabiliser, ne vous inquiétez pas. Ouais, Donc, tout de suite, les nouvelles du ciel, Amel, s'il vous plaît. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien oui, pour aujourd'hui, excepté de la brume en ce début de matinée près des côtes centre et est, eh bien le temps restera généralement dégagé, mais près des côtes. Par contre, les hauts plateaux de l'ouest, le centre également l'est, on aura des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée sur le haut plateau du centre et l'est du pays. Également, quelques pluies probables sur le Égard et le Tassili, avec des foyers orageux toutefois vers l'extrême sud et le Sahara central. Ailleurs, le temps restera plutôt dégagé sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées, plus vers l'intérieur, avec toutefois un maximum de 38 degrés, oui, 38 à Relizane, 33 à Tlemcen, également Constantine et Tébessa, 30 degrés Batna et Djelfa, 32 Al Bayad, Oran, 25 à Alger, 23 à Naba, 29 à Tizi Ouzou, au sud 36 degrés à Béchar, 38 Gardaya, 39 à Biskra, 35 à Janet, 32 Tamanrasset, 42 degrés à Drar, également Insalah et Bor Djebadji Mourtal, en passant par les 40 degrés Tindouf et Ingezem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera plutôt calme sur les côtes, pratiquement toutes les côtes, avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h et les vents seront variables. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Non, pardon, on a le continent, j'ai oublié.
Oui, j'ai oublié le continent. C'est l'Amérique du Nord, où le ciel restera partiellement nuageux à Vancouver, mais peu nuageux du côté de New York, Washington, également Miami, partiellement voilé en Californie, Dallas et Mexico, de la pluie à Montréal, et le mercure affichera 15 degrés à Vancouver, 14 à Montréal, 24 New York également en Californie, 29 Miami et Mexico, et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 36 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, C'est moi qui Amel. merci. Pressée d'aller à l'ombre. Oui, il fait chaud On ici, saute hein. une carte. Il fait chaud au studio quand même. Je vous prête une ombrelle pour traverser Pas à ce point. d'un bâtiment à l'autre. Pas à ce point quand même, ouais. Oui. Oui. Ah bah oui, Ouais, pas de pourquoi souci, pas. hein. Ou une casquette. Une casquette, oui, ça ferait l'affaire. Oui, Ou un voilà. chapeau. Ouais, c'est moins contraignant que Ouais, l'ombrelle, ouais. effectivement. Comme ça, on a les mains libres. Allez, je vous laisse aller vous Merci, cacher Ravi. à l'ombre À de tout de votre suite, là. bureau. Oui, exactement. Et puis, on va tout de suite offrir une chanson à ceux qui nous suivent ce matin et qu'on remercie d'être là. Alors, aujourd'hui, on va aller vers le sud de notre pays pour, pour entendre une autre sonorité, un autre son, une autre voix qui s'élève pour chanter l'Algérie. يا متروينا جرنا دمائنا ويقدم ينا جابك قنائي جنت انت سكالين برها الناس تسغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زراي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس أكون لما اتجاه الهمة تصندس فيه الجنة جد يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلا النخيل مطافس فالسند يلا ميتلام تنري موهبتنا وانتيسس دولام جنات تسالي ترهنت الزغمانين جنات تسكالين درهمنت الزغمانين بلادي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا لك وتننا تسنز انا راه من الطاف سفوسيا نمدا كانت ديننا هذا غنوة الطاف العاد مكسوطة سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتقل سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن اكلنا اكلنا وين جنت انتاي تيزارا هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا سوار ومسند سنار دفة وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهاني مغارا انت الياطن
Et heureuse ce matin justement de recevoir notre première invitée sur ce plateau, Madame Salima Tabat, ici présente, qui représente le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit. Bienvenue ce matin. Merci. Surtout bonjour. quand il s'agit d'annoncer de belles nouvelles et Voilà, de bonnes nouvelles. Voilà, bonjour. Merci à vous, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, surtout, je le disais, qu'on va annoncer une très très bonne nouvelle, l'organisation d'un colloque, un colloque donc qui sera chargé de moments certainement très émouvants, un Tout à colloque fait. consacré aux amis de la révolution algérienne. Tout à fait. Eh ben, aujourd'hui, c'est en ce moment même, se déroule le colloque international sur les amis de la Révolution. Tout à fait. Voilà, c'est un colloque, on a comme invité des historiens et aussi les amis de la Révolution des 5 continents du monde, c'est-à-dire de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, et quand je dis les amis de la Révolution, c'est que pratiquement, c'est des gens, le plus jeune qu'on a reçu hier, peut-être le plus jeune du groupe, il a 86 ans. Voilà, Donc, ils sont aux environs je pense oui. que c'est un colloque très important par rapport à l'ampleur de la conjoncture, de l'âge, et c'est-à-dire... Ce sera peut-être un colloque d'adieu pour Tout certains à fait, d'entre c'est eux. ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, Oui. je voulais pas prononcer le thème, mais c'est ce qu'ils ont dit hier à l'hôtel. Oui. Ils ont dit c'est un colloque d'adieu. C'est ce que, en fait, c'est pour ça que je parlais d'émotions. Certainement Beaucoup. qu'il y aura énormément de belles retrouvailles, Oui, oui. d'émotions déjà pour certains qui n'ont pas retrouvé ce pays depuis longtemps, Tout de à le fait. revoir voilà, sous son jour actuel. Tout à fait. Et il y a de l'émotion. Il y a même leurs familles ont assisté. On a eu un invité par exemple, on a eu celui qui a participé dans l'hymne national, Mohamed Fouzi, son fils. On l'a D'accord, reçu. le fils de On a Mohamed, le reçu- compositeur de l'hymne Oui, national le algérien. compositeur de l'hymne national. On a reçu aussi un Libyen que son père était un des plus grands leaders Cherki. Donc c'est une personnalité qui à l'époque il a fondé une association spécialement à l'aide de l'Algérie. Bon, on l'a reçu. Même son père il est enterré au cimetière La Halia qui a eu l'occasion de De se visiter recueillir la sur tombe. la tombe de son Et père. c'est bien, donc il y avait vraiment. beaucoup d'émotions entre eux-mêmes, hein. C'est-à-dire il y a même surtout dans les amis européens qui se sont retrouvés entre eux. Malheureusement, le nombre n'est pas parce que Vous en avez invité beaucoup, plus d'une cinquantaine, oui, il me plus semble. qu'une cinquantaine, et c'était pas facile de les repêcher, de les repérer. Et là, je lance vraiment un grand remerciement au ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, on a travaillé en collaboration avec le ministère, et ils ont Et les beaucoup différentes ambassades, j'imagine, qui ont dû jouer le jeu, dans tous les pays. Donc, ils ont beaucoup. C'est tout le monde qui a contribué en cette occasion et ce colloque. Un colloque signifie aussi qu'il y a un échange, un partage aussi de connaissances, et celle des historiens en particulier qui seront vraiment les intervenants essentiels de cette rencontre, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons programmé, comme historien algérien, on a programmé 2. Et on a laissé la chance à d'autres historiens qu'on a invités, des États-Unis, même du Chili, de l'Afrique, de pays arabes, bien sûr, la Tunisie et l'Égypte. On a 2 historiens. Et on a laissé la chance dans la première conférence, bien sûr, elle est animée par l'historien professeur Corso, qui va quand même glober il va faire une synthèse. La première conférence sur le côté humain de la Révolution. Parce qu'en fin de compte, là, on se base... Ces gens-là ont regardé le côté humain pour participer, pour contribuer à cette révolution. Et quand même... parce que la révolution algérienne était grande, elle était juste,
elle était loyale. Et c'est pour toutes ces valeurs que les gens ont contribué. Ont adhéré, oui, bien oui, sûr. Oui, ils ont adhéré, ils sont convaincus. C'est-à-dire, on a reçu des gens qui étaient, même si c'était à refaire, on le refait. Oui, C'est-à-dire, tous les épris de justice ont Tout pris à part, fait, tout ont à pris fait. position en faveur de l'Algérie. Certains par leurs écrits, certains par justement par un soutien en termes de formation, d'accueil. Tout des dépend avocats, des aides. des médecins. Des- Ils ont, oui. par exemple, on peut citer Ifton qui Oui. a été exécuté, c'est-à-dire ils ont donné leur vie. Oui. Et d'autres, c'est-à-dire c'est Quoique une Yvetot, grande... moi je le considère comme algérien. Hein, Voilà, donc, tout à fait. on ne peut pas dire que c'est un D'ailleurs, étranger. suite à votre... Oui. il y a ceux qui réclament, ils disent, ils refusent les amis de la Révolution. Ils disent que les amis, ça veut dire qu'on est des étrangers alors on est des Algériens. Ils préfèrent être appelés Algériens, peut-être c'est Oui, des Algériens. comme Voilà. Roberto Moniz, Tout à le fait. Chilien, donc lui, l'Argentin plutôt, lui, il a choisi l'Algérie pour L'Algérie, finir oui, sa vie. Il aurait pu rentrer après avoir Il y a aidé. il y a beaucoup qui ont choisi l'Algérie et qui ont choisi d'être enterrés en Algérie. Il y a même qui sont morts à l'étranger, en l'étranger. France, en Italie. Ils sont Ils ont été rapatriés par la et suite. enterrés ici en Algérie. C'est-à-dire ça, on les reçoit pratiquement souvent, qui D'accord. sont là. Donc le colloque se déroule sur Oui. combien de jours? 2 jours. 2 jours, il se décline en Aujourd'hui 2 temps, oui. et demain. Bon, aujourd'hui, on a un programme chargé et c'est-à-dire, il y a eu, on va voir, je mettrai mes lunettes pour bien, on a par exemple une grande exposition qui est organisée par le centre de recherche, toujours sous la tutelle du ministère des Moudjahidines, et une autre exposition présentée par le Musée national du Moudjahed. Bien sûr, il y a l'ouverture par Monsieur le ministre, Monsieur Heider Biga et d'autres personnalités. Et après, on va passer directement à la première conférence, la Révolution, qui s'intitule La Révolution algérienne et les révolutions de tous les peuples libres du monde. Là, animé par le professeur Corso, c'est-à-dire on a préféré commencer par un Algérien et par la suite, on a d'autres intervenants, notamment le Chili, on a l'historien, il est très connu, Gudra Silva, c'est-à-dire c'est un historien chilien qui va animer lui aussi. On a par exemple de l'Égypte, une journaliste de Sawt al-Arab, dont vous savez très bien que Sawt al-Arab a contribué. C'était la radio qui a contribué à vraiment faire connaître la révolution à travers le monde arabe. Et là, elle va faire passer des extraits inédits de Sawt al-Arab qui a vraiment contribué à la révolution de l'Égypte, de la Tunisie. On a même des États-Unis, un historien, docteur David Shepard, c'est-à-dire qui va intervenir aujourd'hui. Et l'après-midi, on a changé de méthode pour laisser des ateliers. On a préféré faire des ateliers parce que c'est un sujet qu'on a besoin de matière. On a besoin qu'il soit bien étudié, qu'il soit bien... Donc, on a fait... des ateliers témoignages, vous me disiez. Oui, tout à fait. On a 2 ateliers qui sont... le premier atelier sur les témoignages et les valeurs humaines. On a donné, je vous ai parlé tout à l'heure... intitulé. Oui, les valeurs humaines de la guerre de l'indépendance, parce qu'on voulait vraiment apparaître ce côté humain de la révolution algérienne. Et la deuxième, les amis de la révolution, témoignages vivants. De tous les présents, on va essayer de collecter leurs témoignages. D'ailleurs, voilà, de faire des enregistrements. Oui, on a installé deux mini-studios. Deux mini-studios à l'hôtel. Pour le temps libre, on va passer au témoignage pour rassembler le maximum de matière, le maximum de c'est-à-dire de profiter le maximum de ces gens-là qui... Et avec la contribution, bien sûr, de la télévision algérienne à travers la chaîne Dakira qui participe à cet effort. Voilà. Et là, on la remercie, c'est-à-dire elle a participé même à l'aéroport, c'est-à-dire même l'accueil jusqu'à l'hôtel, jusqu'à
à ces mini-studios qui sont en train de rassembler ces témoignages. Donc, on Ça sent profite. le documentaire, tout Oui. ça. Hein, ça va venir. Hein. On va Et finir par avoir voilà. un beau documentaire sur ça. Voilà, bon, il va être diffusé de 13 minutes. Ah, bah, j'avais Et- deviné juste, donc. Voilà, Bravo. de 13 minutes, un documentaire sur les amis de la Révolution. Très bien. Et là, il y a des belles surprises parce qu'il y a des choses nouvelles et il y a même des témoignages qui ont été... Il y aura qui des vont moments être, forts, il y aura des très moments forts forts, même. certainement. Des amis de la Révolution, il y en a de par le monde. Au Japon, le Japon n'est Oui. pas en reste. Oui. Je ne sais pas si au niveau de la régie, nous disposons déjà de cette matière où l'on peut montrer le portrait de ce Japonais qui a complètement voué justement sa jeunesse à l'aide de l'Algérie. Est-ce que ce reportage est prêt? Peut-on me confirmer? Très bien. Donc, on va découvrir ce visage, cette personnalité. On revient juste après. Solidarité avec l'Algérie révolutionnaire, c'est au moment où vous avez déclamé l'hymne national algérien. Oui, c'était au moment d'une rencontre assez limitée avec des étudiants universitaires japonais. Alors ces deux étudiants algériens sont venus rencontrer ces étudiants japonais. Alors ces étudiants japonais ont essayé de chanter des chansons révolutionnaires. Et quelqu'un a même proposé de chanter la Marseillaise. Alors, ces étudiants algériens ont dit carrément, nous combattons contre l'armée française qui chante Marseillaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut chanter pour montrer la sympathie? Alors, chantons Kassaman. Kassaman, on ne connaissait pas. Alors, on a fait la traduction en français, mais c'est pas facile de chanter en français. Alors, ceux étudiants algériens ont chanté en arabe et nous avons suivi une mélodie et je me souviens encore cette mélodie de l'époque. C'est la première fois qu'on a chanté Kassaman au Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de l'ouverture du bureau du FLN au Japon sur les causes de juste dans le monde et dans l'Asie en particulier? Oui, ces deux représentants de FLN sont venus au Japon. On a eu au début des difficultés, mais avec des aides, soutien de syndicats ouvriers et aussi hommes politiques très conscients de tiers-monde. Il y a eu vraiment des hommes politiques qui ont soutenu le mouvement de FLN parce qu'on a connu cette montée de sentiments nationalistes en tiers-monde et il y a eu vraiment de soutien. Partout où on est allé s'adresser, il y a eu vraiment le sentiment de solidarité montré aux Algériens. C'était une très belle époque parce que pour FLN, on n'a pas eu de ressources. On a loué une petite maison, c'était une délégation, mais qu'il n'y a pas la pancarte, puisque le gouvernement japonais n'était pas d'accord de le reconnaître officiellement, même ces moments de GPLA. Donc il y a la difficulté, il y a la pression française, je crois, mais c'est au niveau de public. C'est la délégation générale de FLN, c'est comme un représentant authentique, officiel, accepté par les Japonais. M. Kiwan, c'est un bon orateur, il parlait clairement. Alors là, j'étais à côté de lui aussi comme interprète, mais j'ai eu le sentiment que le public japonais a reconnu l'importance de cette guerre de libération. Et à l'époque, il n'y a pas eu encore vraiment l'information télévisée, mais on a eu des contacts avec des journalistes, avec des écrivains. Et il y a vraiment de montée de sympathie.
Et par exemple, juste après l'ouverture de la délégation de FLN, on a réalisé une pièce théâtrale qui traitait la guerre d'Algérie. Et là, M. Kiwan était là, mais il a été surpris de scènes qui a vraiment ressuscité la guerre en Algérie. Peut-être il était heureux de voir telle présentation faite par des acteurs japonais qui ne connaissaient pas ni Algérie ni la France. Mais quand même, c'était bien fait. Et j'étais là, j'ai fait l'interprète le discours de félicitations de M. Kiwan, mais il était très content de voir une pièce théâtrale qui traitait la guerre d'Algérie et présentée par les Japonais. Et c'est la première fois. En 2017. Voilà, c'était une interview réalisée en 2010 par Yazid Ait Mahidine, ici présent d'ailleurs, qui lui aussi va témoigner à sa façon. Hein. Ouais, il va rendre hommage aussi à ses personnalités. Bonjour Yazid. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin pour parler des amis de l'Algérie. Oui. Avant, justement, on va d'abord libérer Madame Tabet, ici présente, donc, qui est sous-directrice du patrimoine historique et culturel au ministère des Moudjahidines et des Ayants droit. Donc, elle doit se rendre justement sur les lieux. Hein. C'est oui, l'ouverture, hein. C'est le moment attendu depuis plusieurs mois. Je suis membre du conseil scientifique, donc je dois... Vous devez y être, mais bon, donnez-nous encore 2 ou 3 informations concernant le colloque. Tout à fait. On parle actuellement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, d'un colloque consacré en 2 jours aux amis de l'Algérie. Donc des historiens y prennent part, mais aussi des amis de l'Algérie, donc qui sont toujours vivants et qui viennent témoigner de cette histoire commune. Donc voilà. Voilà, vous avez bien résumé. C'est un colloque de 2 jours, beaucoup d'émotions, des amis de la Révolution, je pense. Bon, c'est peut-être la dernière fois parce qu'ils sont très âgés et c'est un colloque, on voudrait profiter le maximum de témoignages, de vécu et même de tourisme. Hein. Donc on a programmé vraiment des visites touristiques pour ces amis de la Révolution qu'on voudrait tellement les honorer. Et c'est cette visite. Hier, ils se sont rendus à Tipaza. Aujourd'hui, l'après-midi, on a des visites au musée de l'armée, musée national du Moudjahed et Bastion 23. Et d'autres lieux que nous contribuons, nous travaillons avec le ministère du Tourisme, avec des interprètes, c'est-à-dire pour un bel assurer encadrement. Voilà, et le confort surtout, parce qu'on a affaire à des gens qui sont très vieux, malades pour certains. Donc, on voudrait vraiment assurer ce confort. Ils sont contents, nous sommes aussi contents. Et c'est dans la tradition du ministère des Moudjahidines de prendre en charge correctement ces personnes qui ont voué leur jeunesse à l'Algérie. Hein, tout à fait, et je voudrais signaler qu'il y a même une lettre en arabe, Risalet al-Wafa, qui va être présentée par Monsieur le ministre. C'est une lettre très émouvante qui résume que l'Algérie est vraiment reconnaissante à tous ces gens qui ont vraiment contribué à cette révolution et surtout qu'ils ont cru à cette révolution. Voilà, le soutien moral, le soutien aussi sur le plan pécuniaire, le soutien aussi sur bien des plans militaires et autres. Donc voilà, les histoires sont différentes, mais elles vont se converger et se compléter lors de ce colloque qui se tient où? On n'a pas cité le lieu. L'hôtel Horaci. L'hôtel Horaci abritera donc ce grand événement dédié aux amis de l'Algérie. Merci infiniment, Madame Tabet, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté cet éclairage. Merci, c'est moi et je vous souhaite bonne continuation et merci d'avoir pensé à cette page très importante de l'histoire. Encore une fois, merci. C'est aussi notre devoir en tant que média, bien sûr. Hein, nous ne faisons que notre devoir, Madame Tabet. Donc, merci à ceux qui sont avec nous, des amis de l'Algérie. Ils sont nombreux. On va d'ailleurs découvrir un autre portrait, celui de Roger Winterhalter, tout de suite. Et on reviendra pour parler encore de cette page de notre histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a choisi de défendre ses convictions jusqu'au bout. Cet homme, c'est Roger Winterhalter.
un ami de la révolution algérienne. D'abord sur Citer, il a à peine 22 ans quand il est appelé sous les drapeaux de l'armée coloniale française. 27 mois de service militaire qu'il effectue dans une Algérie occupée et colonisée. La violence de la société coloniale et le mépris pour les Algériens qu'il découvre à ses dépens le poussent à rejoindre le FLN tout en restant au sein de l'armée coloniale française. Ils ont formé une des rares, et je me demande si c'est pas peut-être une des rares cellules de FLN dans l'armée française. Dans l'armée française. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, ce qu'on fait un certain nombre de choses. Et puis j'ai dit, non, bon, et alors maintenant, est-ce que tu es prêt à faire avec nous? J'ai appris 50 ans après que j'avais intérêt à dire oui, parce que finalement, j'aurais été vraiment un cas spécial, savoir qu'il y a une cellule et ne pas les rejoindre. Mais Mahfoud avait dit, j'ai entendu Roger un jour parler de l'amitié, il ne peut pas refuser. Face aux atrocités perpétrées contre le peuple algérien, Roger choisit de défendre la cause algérienne, une cause juste. Même si son nom demeure de consonance étrangère, Winterhalter fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont soutenu l'Algérie quoi qu'il en coûte. Un soutien indéfectible à marquer d'une pierre blanche. Je falsifiais les documents au service des effectifs pour leur permettre d'accéder à tel ou tel endroit où ils faisaient leur travail de contre-propagande. Ensuite, on avait fait aussi un travail collectif. On a fait déserter à un moment donné toute une équipe, je crois qu'il y avait 19 personnes qui ont déserté en même temps. Et donc voilà, mon travail, c'était principalement les affectations, quoi. Et mais ça leur rendait, ça paraît rien du tout, mais ça leur rendait un service immense. Ils n'ont jamais eu, ni avant moi, ni après moi, quelqu'un qui a pu faire ce travail, quoi. En 2012, lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois dans son ouvrage Si c'était à refaire, il sera accusé d'avoir trahi la France. Malgré les insultes et les menaces de mort, Roger Winterhalter ne regrette rien et rappelle qu'il s'est battu pour la paix et qu'il n'a jamais eu de sang sur les mains. Voilà, encore un récit. Ils avaient 20 ans, 25 ans à l'époque, hein, Yazid. Oui. Et complètement engagés pour des causes justes comme la nôtre. À tout seigneur, tout honneur. Et puis, ce qui est important, c'est que une révolution humaniste a su drainer, enfin, autour de cette révolution, graviter des hommes et des femmes éprises de justice et de liberté. En fait, c'était une révolution qui a fait face à un empire colonial de 132 ans et dire qu'il a fallu du temps parce que dans les premières années de la colonisation, personne ne savait ce qui se passait. C'était une expédition, c'était un petit peu une entreprise coloniale, elle était là, et puis il y a toute une propagande derrière. C'est le jeu de la propagande, j'allais vous dire. Donc, les images étaient belles, hein, l'Algérie était montrée sous son plus bel atout. Oui, la carte postale, le vin, le Sahara, les dates, le soleil, la mer, etc. Et dans toute l'Europe ou à travers le monde, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup de militants qui ont dénoncé cette entreprise coloniale. Il a fallu jusqu'à l'arrivée des partis politiques, en fait, je pense. Tout à fait. Peut-être il y a une exception. Il y a une exception peut-être pendant la déportation où il y avait des communards avec les Algériens déportés. Et ces communards-là, c'est les premiers peut-être qui ont rapporté des récits, qui ont pu témoigner de la sauvagerie de la colonisation parce qu'ils étaient tous dans la même situation. Voilà, qui avaient subi les mêmes exactions. Donc, il me semble, c'était un petit peu ça. Mais après, le mouvement national depuis l'étoile nord-africaine, il y a quand même des journaux comme le Paria. Donc, tout à fait, il y a eu il y a la presse oui, notamment dans les milieux, dans le syndicalisme. Le milieu syndicaliste aussi a participé à l'éveil justement des consciences, à galvaniser un peu toute Parce cette... que les premiers partis politiques, en fait, ils ont pris naissance dans l'immigration, dans les milieux du syndicat, côté de la CGT, la CGTU, etc. Donc ça a commencé comme ça, et c'est à partir de là que cet exercice
du militantisme a pu quand même avoir des réseaux de sympathie dans le milieu, notamment de la gauche ou les milieux des progressistes, même dans les milieux de christianisme aussi. Il y a eu beaucoup de pères qui ont soutenu la révolution algérienne. Mais il y a deux choses, il faut séparer entre deux choses. Ceux qui étaient en Algérie, qui étaient des Algériens d'origine européenne, ce sont des Algériens à part entière. Et puis il y a aussi ceux qui étaient à l'étranger, en fait, en Europe généralement, qui ont soutenu la révolution. Moi, il y a ce qu'on appelle les bases arrières de la révolution dans le monde arabe et aussi en Europe. Dans le monde arabe, un peu partout dans le monde arabe, en Syrie, en Égypte surtout, même en Arabie Saoudite, même dans les pays du Golfe, au Koweït, etc. Il y a aussi des voix et des hommes et des femmes qui ont soutenu notre glorieuse révolution. Mais je voulais parler un petit peu du Japon parce que j'étais en 2010 et j'ai rencontré ce journaliste Susumi Taniguchi. Susumi Taniguchi, il était quand même un bourgeois. Son père ils étaient en Mandchourie, ils étaient en Chine. Et le Japon était quand même à l'époque, il était colonisateur d'une partie de la Chine. Et lui, au lieu de prendre part avec cette filiation liée à la bourgeoisie et liée à l'occupation, au contraire, il commençait à se poser des questions, à s'interroger sur ce colonialisme. Et par la suite, il a rencontré des journalistes japonais, il est parti aussi en France, etc. Et c'est là qu'il commençait à avoir une idée sur la condition humaine des Algériens, comment ils ont vécu déjà dans l'immigration et comment ça se passe aussi sur la terre algérienne. Et il a commencé à rencontrer des étudiants algériens, il parlait de Ben Diab, et là, avec Ben Diab, donc, il commençait à parler, à participer à des réunions, à des manifestations contre le colonialisme, etc. Et par la suite, il a rencontré Ben Habiles et Kiwan, qui sont deux représentants du GPRA. Et c'est là où il a commencé à penser pourquoi ne pas ouvrir carrément un bureau du FLN à Tokyo. Donc on montre même on a vu le site, on a vu tout à l'heure dans les images le lieu qui a hébergé justement ce bureau. Oui, c'est le bureau de toute l'Asie, toute la région asiatique. Oui, l'Asie du Sud-Est. Donc, il parlait un peu comment ils ont réussi à mettre sur place toute une structure pour soutenir le FLN et pour qu'il y ait un écho favorable donc, à l'idéal novembriste dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc, par la suite, il raconte aussi des anecdotes, il raconte des moments forts, notamment le jour où ils étaient dans un grand rassemblement et il fallait déclamer l'hymne national algérien et ils ne savaient pas, en fait, personne ne connaissait cet hymne encore, reste pas encore connu. Certains voulaient carrément entamer la Marseillaise. Et lui, il a dit non, mais la Marseillaise, c'est un hymne national français. C'est un autre symbole colonial. Et les deux Algériens commençaient à déclamer Qassaman. Voilà. Et par la suite, même s'ils ne parlaient pas arabe, mais ils ont suivi quand même la mélodie. Et ils ont aimé, et c'était un moment fort, il le rappelle aussi dans cette interview. Et il raconte aussi que les Japonais lui ont fait plaisir aussi, parce que lui, il a essayé d'animer tout un collectif pour la révolution algérienne, et à travers aussi une pièce de théâtre intitulée La Kahina. Donc il parlait un peu de cette héroïne, de cette filiation révolutionnaire qui émerge des fins fonds de l'histoire. Et tout le monde connaît Dihia et la Kahina. Donc il rappelle même cet aspect historique parce que ce n'est pas un effet de mode comme ça de soutenir une révolution et d'être un petit bourgeois comme ça. Et puis, il était peut-être à la recherche d'une Jeanne d'Arc algérienne. Oui, et là il retrouve aussi l'Algérie dans ses racines. Pas uniquement l'Algérie pendant la révolution, mais il rappelle aussi que cette Algérie, elle est enracinée, elle est carrément ancrée dans le fin fond historique, donc dans une profondeur historique qui remonte jusqu'à la Numidie. Jusqu'à la Numidie ancienne et bien au-delà. Bien sûr, absolument. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je pense,
qu'il est venu en Algérie, qu'il a été honoré, qu'il a été décoré aussi de l'une des grandes distinctions donc, algériennes. Et voilà, donc il y a aussi d'autres, en fait, d'autres Japonais qui ont... D'autres nationalités. D'autres nationalités, voilà. D'ailleurs... ont soutenu justement la cause algérienne. D'ailleurs, même par rapport à la télévision algérienne, nous avons reçu beaucoup de militants qui ont soutenu la révolution algérienne. Adolphe Kamensky, qui est l'un des faussaires du FLN, celui qui est arrivé à faire des cartes d'identité à tous les Algériens qui étaient dans le réseau Johnson ou dans le réseau, donc dans le Front du Nord en Belgique, etc. Donc il y a beaucoup qui sont passés sur ce plateau, Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, qui est venu rappeler aussi... des Yougoslaves, des Allemands, des Chiliens, des Argentins. Oui, on peut parler de... Vous avez travaillé beaucoup avec Muniz, donc... Une fois, oui, tout à fait. Voilà. J'ai recueilli un témoignage très poignant, celui d'un Argentin qui était venu du continent américain pour fabriquer des armes aux côtés de ses frères algériens, qu'il considère d'ailleurs à ce jour comme ses frères et qui continue justement... Et qui est algérien. Il est algérien, il a eu la nationalité algérienne. Il est algérien, ou il est Chamonœuf, en fait. 1er mai, c'est ça. Donc, je voulais un petit peu revenir sur tous ces éléments et dire que ce caractère humain de la révolution algérienne, ce que fait la Soumam, le congrès de la Soumam, comment il a essayé aussi de jeter donc les ponts vers les autres sensibilités qui ont été là à soutenir cette révolution dans la presse, dans les syndicats, dans les milieux de gauche, dans les milieux protestants, dans les milieux catholiques, etc. Et même dans les milieux artistiques. Dans les milieux artistiques. On citait au début de l'émission Ward al-Jazairiya. Oui, Ward al-Jazairiya. Aux côtés de son père, déjà dans un lieu qui était un peu fédérateur et qui a accueilli des amis. Beaucoup d'amis de la Révolution sont passés par ce lieu où elle a chanté Nahnu Jamilet, Kolona Jamilet. C'était beau, un enfant comme ça qui porte la voix de l'Algérie. En parlant des arts, il y a aussi le cinéma à travers René Vauthier, qui était l'un des fondateurs en fait, du cinéma algérien. Il a formé pas mal de réalisateurs. Et lui, il a filmé aussi des batailles, il a filmé... Le maquis algérien, les premières images du maquis, on les il a fait le film Avoir 20 ans dans les Aurès. Avoir 20 ans dans les Aurès, il a été interdit. C'était un film qui a été interdit en France. Absolument. Il y a aussi Serge Michel qui était le fondateur, l'un des fondateurs aussi de l'agence Presse Service. Il a été quelqu'un qui a formé toute une brochette de journalistes, de reporters. Il y a aussi Jacques Charby qui a fait le film Une si jeune paix, qui était aussi parmi ceux qui ont témoigné aussi de l'atrocité de la colonisation et de ces jeunes issus, de ces enfants, les enfants de Chouhada, comme on dit. Il a fait un travail avec eux. Avec les enfants des martyrs de la Révolution. C'est un film qui reste inédit. Il y a, en fait, dans le réseau Johnson, dans le réseau Curiel, il y a beaucoup d'actrices de cinéma, beaucoup de comédiennes qui ont participé. Il y a beaucoup d'avocates. Beaucoup de porteurs de valises qui ont justement permis la communication entre le Front du Nord et... Oui, Francis Johnson et sa femme, ils ont fait ce livre hors la loi qui reste inédit. La marche, la magnifique marche du 17 octobre 1960, il y a beaucoup de journalistes aussi qui étaient là à témoigner, à dire ce qui s'est passé, à parler de ce massacre. Donc, puis en Allemagne, en Autriche, Mustafa Müller. Donc, on ne peut pas oublier Mustafa Müller. Oui, tout à fait. Manfred Müller et Reimer Walsinger et d'autres, et Blecha et tous les autres qui ont... Et les amis actuels qui continuent de perpétuer cette histoire commune, l'association austro-algérienne qui continue justement de raconter cette histoire. Oui, avec Hans Moser. Oui, absolument. D'ailleurs, quand on voit cette histoire de rapatriement de légionnaires, comment ils ont fait, c'est vraiment une séquence glorieuse parce que Mustafa Müller et Reimer Walsinger, ils sont venus pour dire aux légionnaires autrichiens et hongrois,
c'est pas une guerre de maintien de l'ordre. C'est pas la nôtre. Non, c'est pas uniquement la nôtre, mais c'est pas une guerre de maintien de l'ordre. Vous seriez des chairs à canon. Ils ont commencé donc à faire ils ont commencé carrément à leur envoyer des lettres pour faire sensibiliser. Non, c'était une autre histoire. C'était des lettres comme ça de correspondance un petit peu pour dire voilà, ils ont joué les femmes qui contactaient les militaires pour leur dire on se voit dans un, etc., leur envoyer des photos, un travail de tentative de séduction, etc. Ils pensaient que c'était des femmes, mais finalement, pour les rencontrer et les sensibiliser sur l'urgence de les rapatrier chez eux et leur dire basta, fini. Voilà. C'est une guerre terrible. C'est une guerre injuste. Oui, c'est horrible. Donc, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rapatrier, à faire évader, parce que c'est de l'évasion, avec il y a tout un travail d'évasion, et ils étaient tous à la caserne de Sidi Bel Abbès, ils ont réussi à les faire fuir d'Algérie pour rejoindre le Maroc, et par la suite pour rejoindre carrément Madrid, et puis pour y aller en Allemagne, ou en Autriche surtout, et en Hongrie. Donc c'est une histoire fabuleuse, cette histoire d'évasion des légionnaires. Voilà, donc je pense que c'est une page d'histoire, c'est une séquence historique, glorieuse. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie est devenue par la suite la Mecque des révolutionnaires, c'est parce qu'il y a toute, comme on dit en arabe, zakham, comme il y a tout cet héritage héroïque et révolutionnaire qui fait que beaucoup aujourd'hui, quand ils parlent d'Algérie, ils ont ce moment d'émotion voilà, et un petit rictus comme ça qui dit oh là là, la belle époque où on a vu vraiment toutes ces légendes de la révolution algérienne et les autres révolutionnaires qui transitaient par l'Algérie vers les années 60. Il faut saluer aussi ceux qui sont restés, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont restés en Algérie. Qui ont choisi justement. Oui, comme Annie Steiner qui était là. Qui est restée ici, qui a vécu en Algérie jusqu'à la fin. Elle était là, elle a soutenu l'Algérie dans tout le processus depuis la Révolution jusqu'à l'indépendance. Et puis il y a beaucoup d'autres qui sont anonymes. Ils sont nombreux, il y a énormément d'anonymes. Il y a beaucoup qui sont anonymes. Mais fort heureusement, certains écrivains... Al-Kampora qui vient de nous quitter à Bab el Oued aussi, la femme d'Al-Kampora. Puis il y a beaucoup d'autres anonymes. Qui ont apporté leur soutien moral et aussi matériel à l'Algérie, donc de différentes manières. Evelyne Safir aussi, qui était aussi une femme courageuse, qui n'avait pas peur de montrer sa position et d'exprimer absolument, parce son que soutien aux Algériens. Si des Européens, à l'époque, peut-être, ils étaient un petit groupe, en fait. Parce que la majorité soutenait la colonisation, en fait. Et il y avait quelques-uns qui étaient là à soutenir l'indépendance. Ils étaient là à soutenir l'indépendance. Et puis dans toutes les régions d'Algérie, il y a quand même des Européens qui ont soutenu le projet novembriste, que ce soit à Biskra ou à Al-Rouat ou un peu partout en Algérie. En tout cas, quand on a envie justement d'avoir une idée un peu plus ou moins exhaustive de cette participation étrangère, de ces élans d'amitié, on peut toujours se référer au livre Les Amis des Frères de Rachid Khattab, qui est un dictionnaire biographique des soutiens internationaux de la lutte de libération nationale algérienne. Donc, il a été réédité plusieurs fois, ce livre, qui est préfacé par Nils Anderson. Voilà, c'est aux éditions Dar el-Khattab. Nils Anderson, qui a été interviewé déjà par notre confrère Nabil, Monsieur Cinéma. Oui, Nabil Kitouni. Qui a été en... Ils sont plusieurs, messieurs cinéma. Oui. Mais bon, il est pédagogue, il essaie de nous introduire un peu dans les métiers du cinéma. Et il a interviewé Nils Anderson himself. Et il a parlé un peu de... Surtout, ils ont parlé
de comment la mer Rouge, qui était aussi un syndicat du crime à l'époque et qui a ciblé beaucoup d'Européens. De sympathisants alliés à l'Algérie. Oui, la mer Rouge qui a ciblé beaucoup parce que ces Européens ou ces réseaux, le réseau Johnson, le réseau Curiel, certains sont morts parce qu'il y a le syndicat du crime, ce tristement célèbre syndicat appelé la Main Rouge. Et il a commis des crimes aussi. Il a envoyé le livre de Keraman. Il l'a envoyé. Il y avait en fait dissimulé à l'intérieur une bombe. Des bombes artisanales. Oui, ils étaient dissimulés dans un livre. Et ce livre a été envoyé comme par la poste, etc. Et finalement, par exemple, le siège du FLN du côté de Cologne, je pense, a été bombardé. Il y a eu la marche à Bruxelles du célèbre Akli Aïssiou, Akli Aïssiou qui a été assassiné par la Main Rouge. Et ce Akli Aïssiou, c'était l'un des artisans un peu de ce réseau de soutien au FLN à Bruxelles, surtout avec Serge Moreau, avec beaucoup d'autres Belges qui ont soutenu au péril de leur vie la cause algérienne. Voilà, c'était le prétexte justement de tout ce développement d'idées justement avec Yazid El Mahdine ici présent. C'est à l'occasion de la tenue actuellement d'un colloque international dédié aux amis de l'Algérie. Il est abrité actuellement par l'hôtel Horaci. Il prend et fait dès aujourd'hui pour 2 jours d'échanges très intenses et de témoignages poignants sur cette phase, ce pan d'histoire de notre pays, glorieuse aussi révolution algérienne. Merci beaucoup Yazid pour cette participation ce matin. Merci à tous ceux qui nous suivent cette matinée. Tout de suite, on vous propose une chanson patriotique pour rester dans cet élan. Min ajlika aishna ya watani de Yasmine Belkacem. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا
sans transition aucune, je reçois tout de suite Sid Ahmed Bouraï pour le meilleur de l'actualité sportive. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Aladia. Ça va? Ça va et vous? Bien? Alhamdoulilah, En très forme, bien. vous avez l'air ce matin. Oui, il Les le joues faut. toutes Hein. roses, toujours, en pleine forme. Il le faut. Hein. Vive le sport, vive le sport. Le sport aujourd'hui, donc, qui se décline aux couleurs des Jeux méditerranéens, tout d'abord. Bien sûr, c'est la dernière ligne droite. On est à 38 jours de l'événement maintenant. J-38. Oui, Ouais, plus qu'un mois. 38. Plus qu'un mois pour l'événement. Donc tout le monde attend en fait. Hein. Ah, Tous les regards sont rivés sur Oran, El Beria. Parce que ça sera l'événement. Donc on attend ça depuis quand même quelques années. Donc on a eu une année de décalage à cause de la Covid. Oui. Donc, mais cette année c'est bien parti pour passer vraiment 12 jours de haut niveau, Inch'Allah, et on espère des médailles pour l'Algérie, bien sûr. On souhaite que l'Algérie se hisse en haut du palmarès, bien sûr, pourquoi pas. Oui. On le souhaite vivement, bien sûr. Et puis là, on a un reportage, il me semble, qui montre un petit peu la dimension de ces Jeux, les attentes, mais aussi un flashback sur 1975, c'est ça? 75, et les premiers Jeux méditerranéens accueillis par l'Algérie, c'était les Jeux d'Alger. Donc, qui ont eu vraiment une dimension économique et sportive, hein, surtout à l'époque. Donc, plus de détails dans ce sujet. Allons-y. Alger 1975, Oran 2022. L'Algérie retrouve les Jeux méditerranéens près d'un demi-siècle après. 47 ans nous séparent déjà de la 7e édition des JM que l'Algérie avait organisée avec brio. Aujourd'hui, elle s'apprête à relever un autre défi, celui de l'organisation de la 19e édition de ces Jeux, dans un contexte très particulier, marqué notamment par une crise sanitaire mondiale sans précédent, et dont les conséquences se font ressentir encore aujourd'hui. La capitale de l'ouest du pays doit faire autant qu'Alger, sinon mieux, pour garantir la réussite de ces Jeux méditerranéens, qui ne sont pas une affaire d'une ville ou d'une région, mais de tout un pays. Retour donc sur ces Jeux de 1975 qui ont marqué bien des générations, et qui ont permis à un pays qui venait à peine d'arracher son indépendance et de sortir d'une guerre longue et dévastatrice de se distinguer sur la scène régionale par une organisation sans faille. 13 ans donc ont suffi à la jeune nation algérienne pour se lancer le pari d'organiser l'un des plus grands rendez-vous sportifs régionaux. Très active alors sur le plan politique, économique et diplomatique, il ne manquait à l'Algérie que le domaine des sports pour prouver au monde entier sa capacité à organiser des événements de grande envergure. C'est ainsi que tout a été mis à la disposition des organisateurs pour réussir ces Jeux, et l'Algérie indépendante se dote ainsi d'une cité olympique de niveau international, comprenant notamment un grand stade de football, mais aussi pour les épreuves d'athlétisme, un palais des sports, plusieurs piscines et des terrains pour les sports collectifs. Des moyens humains et matériels qui permettront à ces Jeux de battre des records, comme celui de la participation, avec plus de 2000 athlètes présents à Alger, venus des 13 pays pour concourir dans 18 disciplines, ce qui constituait également un nombre jamais atteint jusqu'alors. Si les Jeux restent pour beaucoup ceux de la victoire en finale de l'équipe de football algérienne contre l'équipe de France, 3-2 après prolongation, dans une ambiance indescriptible et un stade du 5 juillet plein à craquer, le pays organisateur a réussi à prendre une honorable 8e place, avec 20 médailles dont 4 en or. Les Jeux d'Alger de 1975 auront donc été une réussite dans tous les domaines, et c'est tout le défi qui attend les Oranais cet été en accueillant la 19e édition de ces JM. La capitale de l'ouest du pays l'a bien compris et s'est préparée en conséquence en se dotant de toutes les infrastructures nécessaires pour abriter ces Jeux dans les meilleures conditions possibles. Car pour ce genre de rendez-vous majeur, plusieurs secteurs sont concernés en plus de celui des sports, comme les transports, le tourisme, les travaux publics, le bâtiment, l'urbanisme ou encore l'environnement. Des investissements colossaux mais dont les retombées devront profiter aux Oranais après la fin des Jeux, mais pas que, car les sportifs des 4 coins du pays pourront bénéficier de toutes les réalisations sportives, comme le complexe olympique qui dispose d'un stade de football en gazon naturel pouvant accueillir 40 000 spectateurs et un stade pour les épreuves d'athlétisme de 4000 places, un village méditerranéen de plus de 4200 chambres et plusieurs structures sportives et de loisirs, sans oublier toutes les infrastructures sportives qui existaient à Oran et qui ont été rénovées à l'occasion pour répondre aux normes internationales. À quelques jours du coup d'envoi de ces Jeux, la ville de Sidi El Houari se consacre aux derniers réglages et aux dernières retouches pour accueillir les 4500 athlètes attendus venus des 26 pays participants
pour concourir dans les 24 disciplines prévues. Les préparatifs pourront alors laisser place à la fête, car le sport c'est avant tout une fête, celle de la rencontre des athlètes des deux rives de notre belle Méditerranée. Une belle fête en perspective. C'est ce que donne, c'est l'impression qui émane de ces images qu'on vient de voir. Moi, je me suis arrêtée un instant sur l'image d'un spa. Avec des transats et j'avais envie d'y être, de plonger et puis de me relaxer après. On a aussi vu dans le sujet les belles infrastructures donc qui sont prêtes pour accueillir les athlètes, les participants, épreuves les équipes, les encadreurs aussi des équipes, les différentes équipes, parce que en fait les athlètes sont entourés de tout un staff. Les délégations, il y aura aussi les officiels du comité international des Jeux méditerranéens, il y aura aussi des délégations de toutes les fédérations internationales de tous les sports qui sont prévus au menu des JM d'Oran. Donc ça sera vraiment une grande fête. On le souhaite pour Oran et pour les Oranais, pour l'Algérie tout entière. Bien sûr, j'espère qu'ils seront nombreux à s'organiser parce que ça se passe en plein été. C'est à la veille du 5 juillet, donc voilà, on commence le 25 juin. Et ça s'étale sur plusieurs jours. Ça sera jusqu'au 6 juillet. Jusqu'au 6 juillet, la cérémonie de clôture, au lendemain du 5 juillet, la fête de l'indépendance. Voilà, c'est prometteur. Hein, on va essayer de se caser quelque part à Oran donc, pendant cette période pour profiter de ce bel événement. Donc on va aussi parler d'une des infrastructures qui ont été mises à la disposition des athlètes pour cet événement. Et parmi les infrastructures, il y a le mythique Palais des Sports Hamou Boutlilis qui accueillera lors des JM les épreuves de volleyball, donc qui a été rénové. Donc on va voir plus le résultat de ce travail. Oui. 62 ans d'existence, le Palais des Sports Hamou Boutlilis est toujours cette ancêtre sportive et ce monument historique qui rend fiers tous les Algériens. Le Palais des Sports a été construit en 1960 et a été le théâtre de grands matchs de hand comme l'Algérie-France et Algérie-Tunisie. Plusieurs grands joueurs ont joué ici à l'instar de Boukhbza, le Mejdani, des générations entières de handballeurs oranais qui ont donné beaucoup à l'équipe nationale ont foulé ce parterre. L'un des plus grands matchs joués ici est celui entre le Mouloudia d'Oran et Mouloudia d'Alger, qui s'est joué devant 8000 spectateurs. C'était pour le compte de la Coupe d'Afrique 1988. مقابلة صارت هنا في قصر الرياضة هو مقابلة مولودية وهران اللي كنت نلعب معها هنايا ومولودية الجزائر. En prévision des Jeux méditerranéens, le Palais des Sports a connu des rénovations qui lui ont permis d'acquérir des normes internationales. Des gradins de 6000 places, de nouveaux vestiaires flambant neufs et un salon d'honneur. Le Palais des Sports est désormais de niveau mondial. Il possède maintenant 5 surfaces mobiles, une première en Algérie, un éclairage de très bonne qualité et un système de climatisation centrale. Nous sommes prêts et cette salle est un héritage pour la ville d'Oran. la climatisation centrale نظن باللي رانا جاهزين ورانا لقد اكتسبت معلم تاريخي اللي يتجدد ولقى عرف حياة جديدة بإذن. Tous espèrent que ce monument sera témoin des exploits des sportifs algériens lors des JM. Voilà un établissement qui va vivre un nouveau souffle grâce à toutes ces rénovations qui en ont fait un petit bijou du volleyball et non pas du handball. Oui, malheureusement, oui, les c'était une organisateurs... salle initialement prévue pour le qui handball. a accueilli plusieurs grandes affiches. C'est une salle historique à Oran qui a accueilli plusieurs grandes affiches, comme on l'a vu dans le sujet, la finale de la Coupe d'Afrique 88 entre le Mouloudia d'Oran et le Mouloudia d'Alger. Donc deux clubs algériens qui se disputaient la finale de la Coupe d'Afrique en Algérie. Donc c'est tout un symbole. Ouais, absolument. Il va y avoir des victoires, je le sens.
Et je Inch'Allah. l'espère, en tout cas, de tout cœur, pour les athlètes algériens. J'espère qu'ils se hisseront en haut du podium plusieurs fois. Et voilà, j'espère qu'ils seront sur les podiums surtout. Inch'Allah. Voilà, quelle que soit la couleur de la médaille, elle est la bienvenue, n'est-ce pas? Inch'Allah. Et en parlant de podium, donc l'équipe nationale de karaté est en stage en prévision des Jeux méditerranéens. Donc le karaté qui était l'un des sports qui a décroché une médaille d'or lors des précédents JM. Donc le karaté algérien qui espère garder cette médaille d'or. Ah bah on l'espère, on le souhaite. C'était une dame ou un homme? C'était un homme, c'était Hussein Daïri, donc qui sera présent à Oran et qui essaiera de garder son titre. Oui, de protéger justement cette belle victoire. Merci, donc je pense qu'on arrive au... Voilà, il y a encore des annonces? Oui, on va voir la préparation de l'équipe nationale de karaté. Entendu. C'est les dernières consignes du coach égyptien Mohamed Abdeljedjel pour les athlètes de l'équipe nationale de karaté en pleine préparation des Jeux méditerranéens Oran 2022. الجزائر صحو رياضي وعلم من اعلام الرياضه في العالم الرياضي، فده شيء امر طبيعي جدا ان الجزائر يعني يليق فيها الجزائر تستضيف اولمبياد، مش دوره العاب متوسط بس، لا تستضيف اولمبياد. كمان عندها العناصر وعندها الخطط اللي تقدر تعمل حاجات كتير قوي كويسه. Au fil des mois, le rythme des entraînements a été élevé. L'Algérie compte sur 7 disciplines pour engranger des médailles. On fait des mains et des pieds pour être à la hauteur, Inch'Allah, pour honorer notre drapeau, et surtout que ça va se passer ici en Algérie. Et on va faire de notre mieux, Inch'Allah, pour avoir des médailles, Inch'Allah. De leur côté, les éléments du coach Ahmed Abdeljedjel lancent une course contre la montre pour donner le meilleur dans cette préparation et honorer le drapeau national. قلنا 50 كيلوغرام بطلة افريقيا وسابعة عالميا. رانا نديرو في بريباراسيون لي جي ميديتيرانيين اللي يكونوا في فيران ان شاء الله. درنا دي ستاج انترناسيونال في مصر في الجزائر، ودرنا ثاني ان تورنوا في البرتغال اللي سمح لنا باش نجيبو لي زيكسبيريونس ملاح، وطلعنا في الرانكينغ الثاني، وان شاء الله حندخلوا بالقلب حار ان شاء الله، ورانا مستعدين بزاف، وان شاء الله حنشوفوا الرايه الوطني احسن تشريف، ونتلاقاو في وهران ان شاء الله. L'école supérieure en sciences et technologies du sport a mis toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement de ce stage. Le karaté algérien sera présent lors de ces Jeux à Oran avec 10 athlètes, 5 filles et 5 garçons, de différentes catégories, dont la spécialité kumité. Impressionnantes ces femmes, ces jeunes dames, voilà, et ça crie sur le tatami. Hein, bon, ça crie. C'est le karaté. Un peu moins brillant les hommes, hein. On a vu la séquence homme, ça criait pas ça. Mais voilà. Elles sont motivées. Hein. Les katas, les trucs en douceur. Oui, c'est vrai que ça prouve quelque part une fougue, un engouement, vraiment une envie de gagner, une rage de gagner. Donc il y aura 10 karatékas Oran et bon courage. Ça sera dans la spécialité kumité seulement. Donc bon courage. Bon courage également aux cyclistes qui prennent part au Tour d'Algérie, n'est-ce pas? On terminera là-dessus. 4 ans après, le Tour d'Algérie est de retour, donc ça sera du 20 au 27 mai. Le trajet sera Alger-Oran pendant une semaine, donc et à Oran il y aura aussi des courses dans des circuits fermés. Ça sera office de test event pour les Jeux méditerranéens. Ça sera précédé vendredi par le Grand Prix d'Alger qui sera suivi en direct sur Canal Algérie à partir de 14h. En tout cas, j'espère que même le public encouragera tous ces cyclistes. Allez, donnez-leur l'envie d'aller plus loin, plus fort et voilà. Pédaler plus. Pédaler plus et avoir justement la primeur de la victoire, hein. Ouais. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Merci à vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.
prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah, Allez. avec de nouvelles. Avec de bonnes nouvelles sportives. Aussi, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Eh bien, on continue avec une note de beauté. Cette fois-ci, on va aller à Constantine, le Dima Jazz, en l'occurrence, pour découvrir le spectacle de clôture, donc, où il y avait l'Orchestre national de Barbès aux côtés de Samira Brahmia, une voix qui représentait l'Algérie à ce festival complètement féminin. Et c'est Smaïl Benraidia qui nous en dit plus. La 17e édition de Dima Jazz a tiré sa révérence dans une ambiance survoltée à laquelle le groupe ONB n'était pas étranger. Après une difficulté de relancer l'événement après 2 ans d'arrêt, on a assuré la programmation à 100%. Inch'Allah, pour la 18e, ça sera à partir de, Inch'Allah, autour du 30 avril, la journée mondiale du jazz. La chanteuse Samira Brahmia était au rendez-vous de ce dernier tour de scène. Dima Jazz, pour moi, c'est vraiment un festival que j'aime beaucoup parce qu'il y a une énergie, une belle énergie d'ouverture et aussi de réciprocité d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est en train de faire découvrir notre pays. Le public en genre et en nombre était sous le charme de cette édition. Je trouve que ce genre de festival, et surtout après la Covid et tout, ça crée chez les jeunes une fenêtre pour le plaisir, la joie. On est content de revoir enfin Dima Jazz après 2 années d'absence. C'est une édition 100% féminine. Donc les femmes en force cette année. Ça fait très plaisir. J'ai bien aimé. Je trouve que l'ambiance mliha ou la musique aussi. Pour son retour, le festival Dima Jazz a placé la barre très haut en attendant la prochaine édition. Et c'est tout le mal qu'on souhaite aux organisateurs de ce bel événement. Ils essayent aussi, à leur manière, de se hisser très haut dans un domaine en particulier, celui du volontariat. Et j'ai cité là l'association Youv. On va comprendre de quoi il s'agit et voilà ce que signifie Youv tout de suite. Le temps pour moi de présenter Benidjer Asma Zoubida, ici même. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes étudiante en pharmacie, n'est-ce pas, en 5e année? Oui, exactement. Et vous trouvez le temps pour activer dans votre association? Il le faut. Eh ben, bravo. Hein. Autant aussi pour Khairdine Mohamed El Mehdi, ici présent, donc, qui est membre de la même association. Bonjour. Youth. Youth qui veut dire Youth Union Volontariat. Voilà, l'union des jeunes volontaires. Exactement. Voilà. Très bien. Donc merci pour l'invitation d'abord. Tout le plaisir est pour nous. Merci à vous, Nous, quand il s'agit de bonnes initiatives, on essaie toujours de donner de la visibilité. Donc Youv mérite sa place sur ce plateau puisque vous essayez à votre manière, vous êtes jeune et vous essayez de donner quelque chose à la société, n'est-ce pas? Oui. Présentez-moi davantage vos actions. Alors, je parle vos objectifs du moins. Oui, alors Youth, donc comme il vient de le dire, c'est Youth Union of Voluntaries. Donc Ittihad Shabab li Tatawa, c'est une association de jeunes pour les jeunes et pour une société sociale. Donc, alors on a plusieurs actions. Donc, ça peut se faire sur le plan écologique, sur le plan de l'éducation, sur aussi le plan de la solidarité et de l'aide. Donc nous avons plusieurs bureaux, donc on n'est pas uniquement situé sur Alger, on se trouve sur 7 wilayas, donc on a Constantine, El Bouaghi, Timimoun, Adrar, Annaba, Gherdaya aussi. Et donc chaque bureau essaye d'être actif à sa manière.
Voilà, donc... Là, on vient de voir un festival qui se déroule justement à Constantine, et Constantine prévoit justement l'organisation d'un salon Alors le salon, de l'emploi. oui, le salon de l'étudiant, donc qui s'appelle Khotwa, effectivement, qui est fait pour les nouveaux bacheliers ou même pour les étudiants qui sont déjà inscrits au niveau de l'université. Donc c'est un salon qui a pour but d'informer les étudiants, que ça soit sur les futures perspectives qui peuvent se faire en Algérie ou même ailleurs. Donc ils peuvent mettre en relation ces étudiants-là avec les différentes ambassades, avec les différentes écoles, avec aussi les partenaires sociaux ou même avec les entreprises qui peuvent éventuellement recruter, etc. Et donc la participation de Youth dans ce type d'événement, c'est pour apporter à ces jeunes-là justement une amélioration de leur performance du côté socio-économique. C'est-à-dire que ces étudiants-là, ils peuvent eux-mêmes, s'ils ont des idées, s'ils veulent par exemple créer une petite entreprise, comme on a souvent... on en rêve beaucoup quand on est étudiant, effectivement. Exactement. Et donc, notre association a pour but d'aider ces jeunes-là, de renforcer leurs capacités et de les orienter un petit peu sur comment commencer les démarches, sur aussi, pourquoi pas, comment faire l'élaboration d'un projet. Et qu'est-ce que vous mettez à leur disposition, Kherdine, justement dans ce sens? Des spécialistes, des connaisseurs, comment? Exactement. Dans ce salon-là, on a participé avec un atelier destiné aux étudiants. Avec un atelier qui a pour but comme elle a dit ma collègue, de collaborer avec les étudiants pour donner premièrement pour donner une idée globale sur l'entrepreneuriat ou comment déjà faire les démarches en tant que jeune. Il vous attend quoi dans votre prochain avenir, ou même comment gérer une entreprise ou comment fonder un projet, exactement, de A à Z, financier. Exactement. Là, on a mis en disposition une experte qui est déjà membre à Youth Constantine. D'abord, et après cet atelier-là, déjà, on a pour un premier feedback, déjà, ça a donné de bons feedbacks par rapport aux membres ou même aux participants qui ont assisté cet événement. Donc, au global, c'est ça. Voilà. C'est vrai que j'ai donné la parole d'abord à mademoiselle ici présente avant vous, et pourtant vous êtes plus ancien dans Youth, dans la mesure où vous avez assisté au premier balbutiement, la première idée. Voilà, vous êtes parmi les fondateurs de Youth. Exactement. Donc l'idée globale, c'était d'ouvrir un espace aux jeunes déjà pour exprimer leurs besoins d'abord, pour exprimer leurs besoins et accompagner ces jeunes-là dans les différents domaines, disons les formations déjà, pour former ces jeunes-là à confronter leur vie professionnelle ou même leur vie associative d'abord. Et sinon, pour les autres. Vous avez aussi des œuvres caritatives que vous développez comme toutes les associations. Exactement, et avec la touche, bien sûr, des jeunes. Exactement. Des jeunes. Et donc, voilà, vous êtes heureux quand vous êtes parmi vos amis de Youth? Déjà, logiquement, on est une famille. On se connaît depuis des années. Là, pour monter ce bébé, on peut l'appeler un bébé. C'était un rêve pour nous. Déjà, on a fait plusieurs tentatives pour arriver là. Oui. Mais aujourd'hui, on est très heureux d'arriver à ce stade-là et de compléter nos obligations envers d'abord la société et envers nous-mêmes. Très bien. Donc actuellement, vous êtes dans le bureau exécutif national, en fait, et vous êtes chargé de la communication. Exactement. Elle aussi,
elle s'organise de cette façon pour la communication au sein du bureau d'Alger, parce que l'association compte quand même 7 bureaux, 7 bureaux pour l'instant. à l'échelle de la wilaya. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Exactement, hein. on essaie. Oui. Voilà. On parlait de formation, justement. Vous me disiez hier que l'association avait concentré un petit peu ses efforts sur cet aspect en particulier cette année. Donc, on forme les volontaires pour les différentes actions sociales, c'est ça? Alors effectivement, on existe depuis 2018, donc comme vous l'avez si bien dit, nous travaillons sur la solidarité, sur l'aide, etc. Mais cette année, nous avons eu pour objectif l'idée de former ces jeunes-là pour qu'ils ressortent avec un petit bagage en repartant de la société ou même de l'association, pardon, ou même s'ils veulent aller vers d'autres associations ou même créer leur propre association, pourquoi pas. Donc, nous avons essayé de faire un petit projet. Donc, je le dis petit, mais réellement, il est quand même important parce qu'il a son ampleur. Alors, ça s'appelle Youth Zone. Alors, elle est faite par les jeunes et pour les jeunes. Donc, elle se fait au niveau de la commune de Oued Khouraich pour un premier lieu. Peut-être qu'après, ça dépendra des feedbacks. On essayera de l'élargir sur d'autres wilayas, pourquoi pas. Donc, Oued Khouraich est accessible par métro, non? Pardon? Elle est accessible par métro, cette commune, non? Oui. Je suis pas sûre, hein, je disais peut-être des bêtises, mais bon. Le métro. Pour un étudiant, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait de disponibilité de transport pour aller vers ces lieux. C'est accessible. Exactement. C'est à partir de Serh Chouhada, après. C'est juste à côté, oui. Voilà, c'est pas très loin. Et donc, du coup, on a pour but d'appuyer 75 jeunes donc, qui sont âgés de 18 à 25 ans, d'accord, autant qu'acteurs du changement de la société, donc dans le cadre de la création d'une académie de la citoyenneté. C'est ça le plus important. Donc, ces jeunes-là, ils vont essayer de s'insérer dans la société, ils vont essayer de combattre pourquoi pas cette exclusion et pour renforcer leurs capacités et aussi même par exemple dans les cadres les plus précis parler de violence ou d'autres choses. Très bien. Tout à l'heure on a parlé d'un aspect économique à Constantine. Vous aviez une action très intéressante, une action sportive en faveur de la jeunesse, mais c'est aussi avec une arrière-pensée. Vous voulez en parler, Khaldin? Oui, exactement. Donc, le bureau de Mbouaré, il a pensé à cette idée de dire oui au sport, non à la drogue, donc à sa manière, à sa façon, en organisant un tournoi exactement footballistique. C'était une ambiance déjà ramadanique. Et après, l'objectif de cet événement, c'était de dire oui au sport, exactement, de minimiser les dégâts envers les jeunes, parce que là, on voit que la société... c'est un fléau qui se répand de plus en plus, exactement, effectivement. On va vraiment vers... Vous pensez à l'avenir de la jeunesse. Exactement. Le doigt, enfin, on le doit envers nos jeunes. On est dans cette association. On doit vraiment réagir envers ces C'était incontournable dans la mesure où vous voyez des gens qui vous ressemblent sombrer, donc des gens comme nous, les hisser vers le haut. Exactement. Bravo, en tout cas, c'est une action favorable, louable tout autant que toutes les actions que vous avez initiées, comme toutes les associations pendant le Ramadan, donc des élans de solidarité. Vous étiez quand même présent, hein. Même si vous étiez concentré sur le volet formation, mais vous étiez quand même présent. Non, on a été présent puisque on a pu participer grâce à notre partenaire téléphonique privé. Alors, on a pu distribuer plus de 1100 couffins pour les familles nécessiteuses et ça sur plus de 15 wilayas. Donc c'était quand même Et puis on a été aussi présent ici à l'hôpital de Mustapha où on a pu distribuer quand même plus de 100 repas d'iftar et sahur pour le personnel de la santé. Le personnel de la santé, oui. Juste une petite précision, c'est la 3e édition avec cet opérateur téléphonique. Donc c'est pour nous c'est un succès.
d'avoir en 3 ans déjà travaillé sur la même dynamique ou bien fidéliser déjà un partenaire, c'est pas mal. C'est déjà pas mal pour nous, c'est un succès pour nous. Donc on est très fiers. Ça prouve votre sérieux, votre Exactement, abnégation. on est très fiers de nos membres déjà. On les salue déjà ici et en direct. Et vous êtes présent en tout cas pour tous les élans de solidarité qui fédèrent plusieurs associations, vous n'hésitez pas. Vous êtes l'initiateur d'une qa'da, c'est très spécial d'ailleurs. Ça s'appelle une qa'da associative. Qa'da associative, c'est sympa. Donc ça a dû naître fait Ramadan, je parle. Ben oui, c'était ça, c'est fait Ramadan, les soirées. Oui. Et donc c'était dans le but d'avoir un partage un peu d'expérience entre les différentes associations. Donc ça s'est fait avec 2 associations. Alors la première, c'est celle d'Oran, donc l'association Houari Boumedienne. Pardon, Sidi Houari. Oui, de Madame Brahimi Assia, effectivement. SDH, donc Santé Sidi Houari. Oui. Et la deuxième, c'est avec le secrétaire général de l'association Renaissance du patrimoine Tamantet. Donc c'est avec Mejdi Bakri. Cette qa'da associative avait pour but un partage de connaissances, un échange de bagages, de ce qu'on a pu apprendre sur le terrain, parce que peut-être que ça paraît facile d'ici, mais je vous dis, on rencontre plein d'obstacles où on essaie à chaque fois c'est comme un challenge pour nous. Donc on essaye de prendre le devant et de se dire allez, on y va. Donc pour ceux qui ont déjà organisé ou fait quelque chose dans tel ou tel type de domaine, ils peuvent nous orienter quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur chemin ou le chemin le plus rapide. Et le chemin le plus rapide, c'est bien sûr de joindre l'utile à l'agréable, d'avoir une qa'da sympathique entre jeunes. Voilà. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Donc, Benidjer, Asma Zoubida qui vient de s'exprimer, donc qui est aussi chargée de la communication pour le bureau d'Alger. Et puis Kherdine Mohamed El Mehdi, membre de l'association Youv et membre fondateur, voilà, qui continue aussi de travailler sur la communication. C'est très important. Donc, vous êtes en master, vous êtes déjà diplômé, si je me trompe, Kherdine. Vous êtes à la recherche d'un travail. Actuellement, oui. Voilà, un poste à pourvoir pour vous, Inch'Allah. Voilà. Dans quel domaine en particulier? Communication de masse et nouveaux médias. C'est un peu le marketing digital. Marketing digital, c'est très demandé. Exactement. Mais on est un peu en retard en Algérie. Donc, espérons que ça se J'espère développe. que vous trouverez une belle petite équipe qui va vous prendre comme ça au vol et vous inviter à prendre part à son travail. Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, en dernier lieu, je dirais, pour la fin de cette séquence, je vous invite peut-être à annoncer ce que vous devez faire prochainement. Donc, prochaine action. Alors, la prochaine action, c'est ça, c'est de faire effectivement cette formation et pourquoi pas l'étaler sur l'ensemble des wilayas et aussi pourquoi pas essayer de travailler dans le domaine de l'écologie. Comme on voit, l'été arrive à grands pas et donc pourquoi pas pour sensibiliser les gens par rapport à l'environnement de manière générale. Pour une vie plus agréable et plus saine. Merci infiniment. Merci. Je rappelle que vous faites partie de l'association YOF, Union of Volunteers, donc Ittihad Shabab li Tatawwa. Voilà, si vous avez envie d'être volontaire, de participer à des actions sociales avec des gens qui vous ressemblent, avec des jeunes qui vous ressemblent, ben voilà, une belle adresse à retenir, Youv. Voilà, vous pouvez avoir le détail bien sûr sur leur page Facebook, mais avant, j'ai envie de vous souhaiter une excellente fin de journée et de vous dire à très bientôt. Demain, vous retrouverez Amal Almi ici même, 8h, 9h30. Merci pour votre fidélité et pour l'attention apportée ce matin. Merci beaucoup.